L'exposé que je vais vous présenter concerne bien sûr les maladies du bois. Comme vous le savez, ce sont des maladies qui touchent la charpente de la souche et provoquent la mort à plus ou moins long terme. Ces maladies mettent en péril le maintien de l'outil de production et sa longévité, et ces maladies sont devenues la priorité absolue de la filière suite à l'interdiction de l'arsénite de sodium en novembre 2001 du fait de sa toxicité non seulement pour l'homme mais aussi pour l'environnement. Trois principales maladies sont observées dans le vignoble, le typiose, l'esca et le black des darmes, encore appelé botryosphériose. Ces maladies se traduisent par différentes altérations, des rabougrissements des rameaux, des tirures des feuilles, des défoliations de rameaux qui peuvent se dessécher ou non au cours de saison et des apoplexies totales. Dans le bois, ces maladies se traduisent par différentes altérations, des pourritures blanches que vous connaissez sous le nom d'amadou, le bois friable de couleur claire, des nécroses sectorielles de couleur brun chamois ou de couleur grise, et nous pouvons également observer des bandes brunes qui sont situées sous l'écorce. Alors, les différents champignons associés à ces maladies sont les suivants. Bon, ils ont des noms un peu barbares. Donc, la première ligne correspond aux champignons de l'esca. La deuxième ligne correspond aux champignons donc, associés au black des darmes. Ensuite, nous avons l'agent pathogène de l'étypiose et à côté, les phomopsis, qui sont des champignons qui jouent également un rôle important dans les maladies du bois, et vous les connaissez puisqu'ils peuvent être responsables de l'escoriose. Et à côté de ces agents pathogènes, nous avons toute une microflore accompagnatrice qui est constituée de bactéries et de champignons qui peuvent avoir un effet bénéfique ou non. Suite à l'ampleur de ces maladies du bois dans le vignoble, des travaux de recherche ont été mis en place et les objectifs sont bien sûr les suivants, de conseiller des méthodes prophylactiques et préventives, de préconiser des pratiques culturales ou des itinéraires techniques pour limiter leur incidence, de proposer des méthodes curatives, cela serait très bien, c'est ce qu'on espère tous, de mettre à disposition des outils économiques d'aide à la prise de décision pour assurer une gestion durable de leur exploitation et sur du plus long terme, à proposer des variétés beaucoup plus tolérantes. Alors comment peut-on agir? Il y a deux façons, soit on va agir directement sur les agents pathogènes, ou soit on va agir sur la plante, l'une n'excluant pas l'autre. Alors les voies choisies sont la production de plants sains en sortie de pépinière. Il faut savoir que certains de ces champignons se propagent par la pépinière, ils peuvent se multiplier en pépinière. L'autre voie choisie est la protection des voies de pénétration des champignons. Certains peuvent pénétrer dans la plante par les plaies de taille, par exemple. Il faut également savoir si on ne peut pas limiter les champignons dans leur développement, dans le cep. Et enfin, de rechercher des systèmes de conduite qui peuvent limiter les contaminations. Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire d'approfondir les connaissances. Or, tout d'abord, de bien comprendre le cycle biologique des différents champignons, aussi bien en pépinière que dans le vignoble, comment ces champignons sont conservés, comment ils vont se disséminer, comment et à quelle période ils vont pénétrer dans la plante. Voilà, tous ces éléments sont nécessaires pour ensuite donc, intervenir. Mais pour intervenir, il faut également avoir des outils. Or, ces outils peuvent être des produits chimiques, que ce soit de synthèse ou des substances naturelles, et des produits biologiques. Or, il y a des travaux qui portent également sur des recherches pour savoir s'il n'y a pas une microflore protectrice, on va dire entre guillemets naturelle, chez les cèpes qui ne présentent pas symptômes. Donc, c'est une étude qui est menée donc, à l'INRA de Bordeaux. Et enfin, il faut également approfondir nos connaissances sur les pratiques culturales de façon à savoir s'il n'y en a pas certaines qui peuvent limiter les contaminations ou limiter la propagation des champignons, notamment par exemple les bois de taille, le rôle des bois de taille ou les systèmes de taille. La deuxième façon d'agir, c'est d'agir directement sur la plante. Les voies choisies sont donc bien sûr la connaissance des facteurs environnementaux qui sont impliqués pour limiter l'expression foliaire ou la mortalité. Donc cela peut être les sols lourds et profonds qui donc favorisent les maladies du bois, des itinéraires techniques vigoureux également, donc l'influence de toutes les pratiques culturelles, également des porte-greffes, voire des clones. Et la deuxième fois choisie est donc d'essayer de renforcer les mécanismes de défense de la plante via la génétique, donc en améliorant
la tolérance donc, de la variété, et bien sûr également de stimuler les mécanismes de défense naturelle de la plante par des molécules ou par des produits biologiques. Comme tout à l'heure, donc pour atteindre ces objectifs, il faut approfondir les connaissances, notamment au niveau des pratiques viticoles. Est-ce que la fertilisation va limiter ou augmenter le problème des maladies du bois? De même pour l'enherbement, les porte-greffes, la densité, l'irrigation, la taille. Cela peut être aussi bien le système de taille que la qualité de taille, la charge également. L'environnement, bon, le climat, là, on ne peut pas agir. On sait qu'il joue un grand rôle dans l'expression des symptômes, mais malheureusement, on ne peut pas agir. Le sol, donc on sait que les sols lourds donc, permettent une meilleure expression des symptômes. Il faut également améliorer les connaissances sur l'interaction entre la plante et les agents pathogènes. Quel est le dialogue moléculaire entre ces deux, entre la plante et ses agents? Est-ce que les agents pathogènes vont produire des toxines qui pourraient expliquer les symptômes qu'on observe sur la végétation, et bien sûr de connaître quelles voies métaboliques de la plante qui sont touchées, de façon ensuite à peut-être trouver une solution en pulvérisant par exemple un produit, pourquoi pas. Et bien sûr, il faut améliorer les connaissances sur pourquoi certains cépages sont plus tolérants que d'autres. Donc il faut savoir pourquoi, et ensuite, lorsqu'on connaîtra ces marqueurs, donc on les utilisera pour faire de l'amélioration génétique. Alors bien sûr, là, c'est le programme de recherche qui est mené depuis 2002. Donc il continue toujours, mais sans financement, bien sûr, il n'y a pas de programme de recherche. Il faut savoir que dernièrement, il y a eu un nouvel projet CASDAR qui a commencé, on va dire, fin 2013 et qui se termine en 2016. 3 organismes sont porteurs, l'Université de Reims, la Chambre régionale d'agriculture de Languedoc-Roussillon et Bordeaux Sciences Agro. Donc c'est une enveloppe de 1 million d'euros, donc financée à 60%. Et d'autres financements, donc France Agrimaire au niveau national, également au niveau régional, donc entrant dans le cadre des programmes régionaux CPER. Il faut savoir également que les interprofessions financent des travaux sur les maladies de bois, cela ça peut être au niveau régional, mais également au travers du CNIV, qui cofinance à hauteur de 40% les appels à projets CASDAR. D'autres donc, financements, la Fondation Pouplin, et bien sûr l'autofinancement des différents organismes. Et il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a 4-5 thèses qui sont en cours, qui sont menées aussi bien à l'Université de Haute-Alsace, à l'INPT de Toulouse, Bordeaux Sciences Agro, INRA de Bordeaux. Alors cette carte vous montre les différents acteurs de la recherche et du développement sur les maladies du bois en France. Donc vous voyez, il y a au moins, tous les vignobles sont concernés, il y a des travaux donc, dans tous les vignobles. Cela peut aller d'une expérimentation à vraiment des travaux de recherche. Donc, outre les chambres d'agriculture, l'IFV, les interprofessions qui font de l'expérimentation, les principaux centres de recherche sont situés donc à Colmar, donc l'Université de Haute-Alsace, Reims, l'Université de Reims-Champagne-Ardenne, l'Université de Poitiers. Nous avons également l'INRA de Montpellier, l'École du Purpan et bien sûr l'ISVV de Bordeaux. À côté de ces programmes de recherche, il faut savoir qu'il y a des initiatives privées qui travaillent bien sûr en collaboration avec les organismes de développement et de recherche, dont la liste n'est pas exhaustive, donc là c'est juste pour vous donner une idée des différents travaux qui sont menés avec ces entreprises privées. Enfin, il faut savoir qu'il n'y a pas que le vignoble français qui est touché par les maladies du bois, le vignoble européen, même le vignoble mondial. Et il faut savoir qu'il y a un groupe qui a été créé en 1998, donc suite à la visite du vignoble californien. Donc ce groupe s'appelle Maladies du tronc de la vigne, qui se regroupe à peu près tous les 2 ans. Donc le premier congrès s'est déroulé à Sienne en 1999. Le prochain congrès se déroule donc en novembre de cette année, donc en Australie. Et dernièrement, en mai donc, 2013, il y a eu également création d'une plateforme d'échange entre les chercheurs européens qui est soutenue par l'Union européenne, donc, qui est coordonnée par Florence Fontaine de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne. Ce groupe regroupe donc 80 experts de 19
pays. Et l'objectif est bien entendu d'avoir une réflexion sur ces maladies du bois et de monter des programmes européens de façon à trouver une solution ou des solutions le plus rapidement possible. Je vous remercie de votre attention. Est-ce que vous considérez, à la place qui est la vôtre, bien évidemment, que les moyens financiers, les moyens humains sont réellement à la mesure, je dirais, des enjeux et des menaces qui pèsent sur le vignoble? Alors, pas seulement bordelais, aquitain, français, européen, mais aussi mondial, on vient de le voir. Hein. Est-ce que véritablement on a les moyens de relever le défi? Bien sûr, si on avait plus de moyens, on irait encore plus vite pour trouver une solution. Plus on a de moyens, mieux ça serait. Mais après, il faut également trouver d'autres équipes de recherche, parce que toutes les équipes ne sont pas forcément extensibles. Donc, il faut plus de mobilisation encore pour travailler sur ces thématiques qui sont quand même extrêmement difficiles. La difficulté, ce sont des champignons qui se développent dans le bois, donc difficiles à atteindre. Pour montrer l'efficacité d'un produit ou d'un itinéraire technique, c'est quand même relativement long. Il faut attendre au moins 7-8 ans pour avoir le début des symptômes. Donc, pas de résultat avant au moins 10 années d'expérimentation. Donc, c'est extrêmement difficile de travailler sur un tel sujet et qui est primordial pour la viticulture. Et dernière petite précision, je citais dans mon propos introductif, c'est une évaluation qui a été faite par la DGAL, donc une surface productive de l'ordre de 11%, qui serait donc aujourd'hui altérée par ces questions-là. Ça date de 2008, le chiffre. Est-ce que depuis, on a des tendances ça s'accélère ou... C'est toujours de l'ordre 11-12%, voire 13%. Bon, cela, il faut savoir que toutes les régions ne sont pas touchées pareil. Par exemple, la Champagne, il y a très peu de maladies du bois, c'est inférieur à 1%. C'est bien le sol vignoble en France qui ne sont pas trop touchés par les maladies du bois. Mais tout ce qui concerne la façade atlantique, le sud-est de la France, et même les vignobles septentrionaux, en dehors, là, bien sûr, la Champagne, tous ces vignobles sont très, très touchés par ces maladies. Et il faut savoir également qu'il y a des différences entre cépages. Tous les cépages ne répondent pas à ces mêmes maladies. Par exemple, pour le Bordelais, le Merlot donc, est beaucoup plus tolérant à ces maladies-là que le Cabernet Sauvignon, ou le Sémillon est beaucoup plus tolérant que le Sauvignon.